prête à tout pour retrouver la splendeur perdue de cette dynastie. Jusqu'où ira-t-elle pour faire son rêve de grandeur ? Avançons, si vous le voulez bien, l'enquête sur Cléopâtre en reprenant un peu le contexte historique et la personnalité de Cléopâtre. Alors, je me tourne vers Clémentine Portier-Kaltenbach. Quelles étaient, vous connaissez parfaitement les mœurs de la cour égyptienne, comme si vous y aviez vécu, vous Absolument. qui êtes journaliste de l'histoire. Quelles étaient ces mœurs, un petit peu ? Écoutez, avoir une sexualité intense est considéré comme un signe d'allégeance aux dieux, parce que la terre elle-même, le monde lui-même est fondé sur le sexe et a été créé dans une relation incestueuse entre différents dieux. La fertilité, ce qu'on appelle la fertilité de la terre, vient aussi de la fécondation. Alors, oui, tous ces termes. J'ose à peine le dire ici, mais j'ai lu au hasard de mes lectures sur la question que chaque année, le pharaon, vous allez peut-être nous le confirmer, est censé aller se masturber dans le Nil pour fertiliser l'ensemble de l'Égypte. Donc vraiment là, tout est permis. Union libre, inceste, adultère, allez hop. Oui, mais alors si je puis me permettre, on est en plus dans une période romaine qui est extrêmement conservatrice. On revient aux véritables valeurs romaines. Et donc c'est très important de préciser cela. Pourquoi ? Parce que Cléopâtre, il est très difficile de la définir. Certains la traitent de prostituée, de débauchée, et d'autres la traitent au contraire d'intellectuelle extrêmement diplomate et intelligente. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire... Quelles sont nos sources ? Nos sources, bien sûr, on a des papyri égyptiens que l'on a retrouvés, notamment au Fayoum, dans le delta du Nil. Mais on a surtout des Romains qui ont écrit sur elle. Et qu'ils soient conservateurs, c'est-à-dire vraiment attachés aux anciennes valeurs, aux anciennes institutions, ceux-là évidemment détestent Cléopâtre, parce que Cléopâtre a débauché César, elle a débauché Antoine, elle a finalement essayé de casser les valeurs romaines. Et donc tous ceux-là ont écrit des choses très détestables sur Cléopâtre, et donc les autres, bien évidemment, sont plus indulgents. Donc il est très difficile de connaître son tempérament à cause de cela, justement, de cette vague de conservatisme romain. Il y a une chose tout de même violente, c'est qu'à l'époque, on manie le poison très facilement, le meurtre aussi, j'allais dire, c'est une valeur commune, le meurtre. Alors là, vous parlez de l'Égypte. Alors oui. Bien évidemment, ça a toujours existé, mais ça a existé aussi à Rome. On se souvient d'Agrippine, Néron. Bon, donc il y a eu quand même beaucoup de meurtres dans l'Antiquité, dans toute l'histoire antique. Là, on est effectivement dans la dynastie des Ptolémées, beaucoup de meurtres, puisqu'on va voir que Cléopâtre elle-même ne va pas hésiter à éliminer son second époux. Et, qui était aussi son frère. Voilà. Donc on se marie en famille, mais on s'assassine en famille aussi. On s'assassine en famille, exactement. Et c'était vraiment, c'était monnaie courante. C'était monnaie courante parmi les gens puissants. Il ne faut pas croire du peuple comme ça, on s'assassinait régulièrement dans la rue. Mais les gens qui avaient le pouvoir et qui savaient qu'ils seraient forcément innocentés ou qu'ils avaient la possibilité effectivement de commettre un acte irréparable, tragique, eh bien le faisaient volontiers, c'est vrai. Alors vous le disiez à l'instant, Cléopâtre a l'image d'une Égyptienne extrêmement cultivée, qui parle différentes langues, une intellectuelle en quelque sorte. Ce qui est particulier à Cléopâtre, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement jeune quand elle bluffe César, c'est qu'elle est maligne, c'est qu'elle est rusée, c'est que je pense qu'elle est extrêmement orgueilleuse. Et elle a cette chose extraordinaire, d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé quand j'ai traité ce personnage, c'est qu'elle a la force en elle de dire « je vais redonner à l'Égypte son ancienne splendeur » alors que tout s'est écroulé autour d'elle. Ça, c'est extraordinaire. Il y a peu de personnages qui ont cette force et aussi jeunes et cette maturité. Et c'est la raison, je crois, moi, pour laquelle elle est restée dans l'histoire en dehors du mystère qui entoure sa mort. Qui entoure sa mort, dont on parlera tout à l'heure. Mais Clémentine Violaine le dit à l'instant, cette femme était jeune, séduisante, elle avait tout pour épater César. On l'a vu d'ailleurs dans le reportage tout à l'heure, combien elle a utilisé d'artifices pour séduire son monde. Est-ce que pour vous c'est une fable ou une réalité ? Comment vous voyez Cléopâtre ? Là, selon d'un écrivain à l'autre, c'est très différent. Par exemple, en effet, Aurelius Victor parle de sa libido démentielle. Plutarque est bien plus indulgent. Lui pense qu'en fait, c'est une séductrice hyper sensuelle et qu'elle séduit Antoine comme César parce qu'elle leur apprend, à Antoine en particulier, à l'art de faire l'amour. Alors que Antoine, jusqu'à présent, ne savait que posséder ses partenaires bestialement. Donc, elle dominerait cette science de l'amour à l'égyptienne, c'est-à-dire avec, on imagine, les bains aux fleurs de lotus, pétales de
roses parfumées à la myrrhe. Enfin, il y a tout un rituel autour de l'amour. Mais c'est un jeu, hein. C'est un jeu. C'est déjà une mise en scène qu'elle fait, à mon avis. Justement, à propos de mise en scène, cette histoire de perles, Clémentine. Oui, alors le problème, je crois, c'est que dans toutes ces anecdotes qui sont devenues des légendes autour de Cléopâtre, eh bien, certaines sont racontées par certains historiens et pas par d'autres. Donc, je pense que ce qui est le plus intéressant, finalement, c'est de savoir ce que ces légendes, ces histoires veulent accréditer, ce qu'elles veulent nous dire derrière. L'histoire de la perle est la suivante. Elle aurait parié à Antoine qu'elle engloutirait au cours d'un seul banquet pour 10 millions de sesterces. Alors, le banquet se déroule, c'est fastueux, mais guère plus fastueux que d'habitude. Donc, Antoine se dit, c'est dans la poche, je ne vois rien là qui soit aussi coûteux. Et pendant le dîner, Cléopâtre fait apporter un vase rempli d'un vinaigre extrêmement caustique. Elle décroche une de ses boucles d'oreilles qui est constituée d'une perle absolument extraordinaire et remarquable. Elle la prend, se sert une coupe de vinaigre, laisse tomber la perle et qui se dissout instantanément et avale le vinaigre. L'arbitre de la rencontre empêche Cléopâtre de saisir la seconde perle qui sera, semble-t-il, transformée par la suite, sciée en deux, transformée en boucle d'oreille pour une statue de Vénus au Panthéon de Rome, je crois. Alors, puisque nous parlons des sortilèges qu'utilisait Cléopâtre pour séduire ses contemporains, je vous propose tout de suite de découvrir comment cette reine, qui se voulait différente des autres membres de sa famille, a utilisé ses charmes pour asseoir son pouvoir.